Je m'appelle Julien Mercier. Si je devais me décrire en un seul mot pour résumer mes 40 premières années d'existence, ce serait probablement « stable ». Ni trop brillant, ni trop effacé. J'ai grandi dans une petite ville fluviale de Normandie, là où la brume matinale s'accroche à la surface de l'eau et où, le soir, l'odeur du bois humide se mêle au vent. Mon père était mécanicien garagiste, ma mère documentaliste dans un collège. Il n'était pas riche, mais notre maison n'a jamais manqué de lumière ni de conversations animées autour de la table du dîner. J'ai appris à croire qu'une vie heureuse n'avait pas besoin d'être bruyante, et j'ai apporté cette conviction dans mon mariage. J'ai rencontré Sophie alors que nous avions tous deux passé la trentaine. À l'époque, je venais de quitter une grande entreprise de BTP pour ouvrir mon propre atelier d'architecture intérieure, spécialisé dans la rénovation écologique. Sophie, quant à elle, travaillait dans la communication stratégique à Paris, vive d'esprit, brillante, sachant toujours exactement ce qu'elle disait et pourquoi les autres devaient l'écouter. Nous n'avons pas eu de coup de foudre, tout est venu progressivement, au fil de longs cafés en terrasse, de discussions sur la littérature et de week-ends d'escapades en Bretagne. Sophie avait une vision du monde incisive, tandis que j'avais tendance à écouter, et nous plaisantions souvent en disant que nous étions les deux moitiés d'un même souffle. Elle inspirait le monde, j'expirais le calme. Lorsque nous nous sommes mariés, j'étais persuadé d'avoir fait le bon choix. Les premières années de vie commune se sont écoulées paisiblement. Nous avons acheté une vieille bâtisse en pierre à la lisière d'une ville près de Lyon, avec un grand tilleul dans la cour avant. Je travaillais de longues heures mais avec des horaires flexibles, tandis que Sophie était souvent prise par ses campagnes publicitaires et ses séminaires. Nous apprenions à respecter nos rythmes respectifs, du moins, c'est ce que je pensais. Si je regarde en arrière aujourd'hui, je réalise que les fissures apparaissent rarement comme de grandes brisures soudaines, elles surviennent comme des bruits très légers dans la nuit, suffisants pour éveiller une partie de nous, mais pas assez pour nous faire allumer la lumière. Sophie a commencé à changer, non pas par ses actes, mais par son langage. Elle plaisantait plus souvent qu'avant, mais ce n'était plus l'humour chaleureux d'autrefois, c'étaient des pics acérés qui frôlaient la limite avant de se conclure par un rire, parfois à propos de ses collègues, parfois à propos de moi. « Tu es toujours tellement sérieux », disait-elle d'une voix légère, « on ne t'a jamais dit que tu ressemblais à un mari dans une publicité pour des assurances. » Les gens riaient, et moi aussi. Je me disais que ce n'était que de l'humour, je ne voulais pas devenir ce mari rabat-joie, je ne voulais pas étouffer la liberté de ma femme avec des blessures d'amour-propre insignifiantes. Mais certains soirs, quand Sophie dormait déjà, je restais allongé à fixer le plafond, sentant un petit vide se creuser dans ma poitrine, une sensation non pas douloureuse, mais froide. Elle a commencé à organiser des soirées plus fréquentes avec ses amis, principalement des collègues femmes et quelques personnes que je connaissais de vue, qui venaient à la maison le vendredi soir avec du vin et des rires sonores. Je me retirais souvent dans mon bureau pour leur laisser leur espace, pensant faire ce qu'il fallait. Jusqu'à un soir où je suis sorti dans la cuisine pour prendre de l'eau. Sophie était appuyée contre l'îlot central, un verre de vin à la main, le visage rayonnant d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps à mon égard. Une de ses amies a dit quelque chose qui a fait éclater de rire tout le groupe, puis Sophie s'est tournée, mi-figue mi-raisin, la semaine prochaine, je vais finir par devoir me faire des sorties en célibataire, je crois. Les rires ont fusé, légers, décontractés, personne ne pensait que c'était déplacé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. Il y a eu un moment très bref, si court que si l'on clignait des yeux on le manquait, où l'atmosphère de la pièce a changé, personne ne l'a remarqué, sauf moi. Je n'ai pas ri, je n'ai rien dit, j'ai juste regardé Sophie. Elle ne m'a pas regardé en retour. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, j'ai demandé très doucement, il y avait un sous-entendu dans ce que tu as dit ? Sophie a retiré ses boucles d'oreilles, les a posées sur la table de nuit et a répondu d'un ton calme, mais non, c'était pour rire, tu es trop susceptible. J'ai hoché la tête, je hoche toujours la tête. Mais pour la première fois, je n'ai pas totalement cru à cette explication. Les semaines suivantes, j'ai commencé à être plus attentif, non pas par suspicion paranoïaque, mais comme quelqu'un qui accepte enfin de s'écouter. Sophie gardait son téléphone avec elle-même sous la douche, elle sortait souvent pour prendre des appels, et il y avait ces soirs où elle rentrait tard sous prétexte que, le client a changé le planning. Tout cela était logique, trop logique, et c'est précisément ce qui me rendait anxieux. Je ne cherchais pas la trahison, je cherchais la vérité, même si à ce moment-là je n'osais pas encore la nommer. Je savais seulement que quelque chose dans cette maison avait changé, pas l'odeur, pas les meubles, mais la sensation que j'éprouvais en franchissant la porte chaque soir.
Je n'étais plus sûr de rentrer chez moi ou simplement dans un lieu de passage. Un week-end, j'ai dû partir en déplacement quelques jours pour expertiser un projet de rénovation dans le Jura. Avant mon départ, Sophie m'a serré dans ses bras distraitement, me donnant quelques consignes habituelles. Je me souviens m'être retourné pour regarder la maison une dernière fois avant de fermer la portière de ma voiture, le tilleul dans la cour perdait ses feuilles. Je ne savais pas que ce voyage serait la dernière frontière entre l'homme que j'étais et celui que j'allais devoir devenir. Et je savais encore moins que, parfois, le plus cruel n'est pas d'être trahi, mais de réaliser qu'on est resté silencieux trop longtemps avant que la trahison ne se produise. Le déplacement dans le Jura a duré 4 jours. Le temps y était plus froid que chez nous, le vent soufflant des montagnes portait une odeur de pierre froide et d'herbe mouillée. J'ai passé la majeure partie de mon temps à prendre des mesures, à noter des détails, à travailler avec l'équipe d'ingénieurs locaux, tout se déroulait de manière fluide et professionnelle, ce genre d'activité intense qui ne laisse pas de place aux pensées superflues. Pourtant, chaque soir, de retour à l'hôtel, le silence rouvrait les portes que je m'efforçais de verrouiller durant la journée. Sophie m'envoyait des messages régulièrement, des textes courts, corrects, tu as mangé? Le boulot ça va. À la maison tout est normal. Je relisais ces lignes plus que nécessaires, essayant de trouver une égratignure, un espace entre les phrases, mais elles étaient parfaites d'une manière glaciale, ni trop peu, sans émotion. J'ai réalisé que ce qui me dérangeait n'était pas qu'elle ne me manque pas, mais le fait que je n'étais plus sûr de figurer encore dans sa vie intérieure. Le 3e jour, quand j'ai appelé, Sophie a décroché plus tard que d'habitude. Derrière elle, il y avait du bruit, une musique douce, des voix. « Tu es où ?» ai-je demandé. « Ah, je prends un verre avec des gens de l'équipe, ne t'inquiète pas » a-t-elle répondu rapidement, « il n'y a rien. » Rien. Ce mot m'a suivi toute la nuit. En rentrant à la maison, j'ai senti le changement dès l'ouverture de la porte, pas d'odeur de cuisine, pas de musique douce. La maison était rangée de manière inhabituelle, comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute trace de vie. Sophie était dans la chambre, en train de se changer. Elle s'est retournée, a souri, mais l'étreinte qu'elle m'a donnée était courte et indifférente. « Tu n'es pas trop fatigué ?» a-t-elle demandé. « Ça va » ai-je répondu. Nous avons dîné ensemble, mais sans être sur la même longueur d'onde. J'ai raconté quelques anecdotes du chantier, Sophie hochait la tête, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis arrêté au milieu d'une phrase, attendant qu'elle lève les yeux, elle ne s'en est pas rendue compte. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y a des distances qu'on ne peut mesurer ni en mètres ni en kilomètres. Les semaines suivantes, ce décalage est devenu de plus en plus flagrant. Sophie partait plus tôt, rentrait plus tard. Les réunions entre amis sont devenues fréquentes. J'étais invité, en théorie, mais j'avais toujours l'impression d'être de trop dans ma propre maison. Un vendredi soir, le groupe d'amis de Sophie est revenu. J'ai essayé de rester au salon plus longtemps, de participer aux conversations, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, le sujet glissait ailleurs, comme l'eau contourne un rocher. Le vin coulait à flot, les rires étaient plus forts. Puis Sophie a dit, d'un ton anodin mais assez fort pour que toute la pièce entende, « Parfois, je me dis que je vis 2 vies différentes. » Un ami a plaisanté, « Laquelle est la plus amusante ?» Sophie a haussé les épaules, celle que je n'ai pas besoin d'expliquer. Ils ont ri. Pas moi. J'ai senti quelque chose en moi se contracter légèrement, non pas de douleur, mais suffisamment pour acter son existence. Je me suis levé, prétextant du travail, et je me suis retiré dans mon bureau. À travers la porte entr'ouverte, j'entendais les rires continuer, comme si mon absence était ce qui les libérait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans l'obscurité, pensant aux années passées, aux fois où j'avais choisi le silence pour préserver la paix, aux limites que j'avais moi-même effacées par peur de blesser l'autre. Je me suis demandé, depuis quand le respect est-il devenu quelque chose dont on peut se moquer? Je ne suis pas quelqu'un qui aime contrôler, je n'avais jamais vérifié le téléphone de Sophie, jamais posé de questions insistantes. Mais cette fois, une impulsion étrange m'a poussé à ouvrir l'ordinateur portable dans le bureau, celui que j'utilisais pour gérer nos projets communs, y compris la petite maison de campagne à l'orée d'une forêt en Sologne que nous avions achetée l'année précédente. Je ne cherchais pas de secret, je voulais juste savoir si j'imaginais tout. Dans le dossier de sécurité, j'ai vu une notification non lue du système de caméra, ce truc que Sophie qualifiait de « gadget ennuyeux dont on ne se servira jamais ». Je suis resté assis très longtemps avant de l'ouvrir, non par peur,
mais avec le pressentiment profond qu'une fois que j'aurai vu, je ne pourrai plus redevenir l'homme d'avant. J'ai refermé l'ordinateur. Pas ce soir-là. J'avais besoin de temps. Je devais être sûr de ne pas agir sous le coup de la peur, mais par respect pour moi-même. Le lendemain, j'ai observé Sophie plus attentivement. La façon dont elle parlait, la façon dont elle évitait mon regard quand je l'interrogeais sur son emploi du temps. Ces petits détails, mis bout à bout, formaient un tableau qui n'était plus flou du tout. Et ce qui me faisait le plus mal n'était pas ce que je soupçonnais, mais le fait de réaliser à quel point je m'étais habitué à être mis sur la touche. Je me suis souvenu d'un après-midi, il y a des années, quand mon père m'apprenait à réparer un vieux moteur. J'avais fait une erreur, la machine ne démarrait pas, je m'excusais abondamment. Mon père avait posé sa main sur mon épaule et dit très lentement, « Tu peux réparer la machine, Julien, mais d'abord tu dois te tenir droit. Ne baisse jamais la tête pour t'excuser d'une chose que tu n'es pas sûr d'avoir mal faite. » J'avais oublié ces paroles depuis trop longtemps. La veille de la prochaine réunion d'amis de Sophie, j'ai rouvert l'ordinateur. Sans précipitation, sans tremblement. J'ai regardé chaque séquence vidéo comme quelqu'un qui relit l'histoire de sa vie, sans chercher d'excuses, sans chercher à blâmer. J'ai éteint l'écran alors que l'horloge indiquait 1 heure passée. En moi, il n'y avait pas de rage, juste un calme étrange, comme la surface d'un lac avant l'orage. Je savais que j'étais à un carrefour, et cette fois, je ne choisirais pas le silence. Pas pour punir qui que ce soit, mais pour sauver la part de dignité que j'avais laissée s'effriter au fil des ans. Je n'ai pas tout regardé d'une traite. Je me suis arrêté au milieu, non pas parce que c'était insupportable, mais parce que je réalisais que je changeais ma façon de voir les choses. Ce n'était plus « qu'a fait ma femme ?» Mais, qu'ai-je laissé passer ? La maison de campagne, que je pensais être notre refuge, s'affichait sur l'écran familier. Sophie descendait de voiture, le visage ni pressé ni coupable. Elle était accompagnée d'un homme que j'avais croisé plusieurs fois lors de dîners mondains, Laurent, un cadre supérieur de son agence. Je me souviens avoir pensé qu'il était quelqu'un de courtois. Ils ne se sont pas enlacés tout de suite, il n'y avait pas de scène d'adultère théâtrale, juste le naturel excessif de 2 personnes qui ne sentent plus qu'elles font quelque chose de mal. Et c'est précisément cela qui m'a blessé. J'ai éteint l'ordinateur quand ils sont entrés dans la maison. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. La vérité ne m'a pas frappé comme un coup de poing, elle est venue comme une confirmation de ce que mon intuition savait depuis longtemps mais que mon cœur ignorait délibérément. Je suis resté assis dans mon bureau jusqu'au matin, sans planifier de vengeance, sans imaginer de scène de confrontation. Je me posais une seule question, pourquoi suis-je resté si longtemps dans un endroit où ma présence n'était plus nécessaire ? La soirée du vendredi suivant s'est déroulée comme d'habitude. Du vin, des rires, des histoires de boulot et de gens absents. Je suis resté dans mon bureau jusqu'à ce que j'entende Sophie prononcer cette phrase, cette semaine, je pense que je vais me faire un dîner en solo. Les rires ont éclaté, puis se sont tus brusquement quand je suis sorti. Je n'étais pas en colère, je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste posé une question, très lentement, tu leur as raconté, ou c'est moi qui m'en charge ? Personne n'a compris tout de suite, mais Sophie, si. Son visage a blêmi, non pas de honte, mais parce qu'elle a réalisé que je n'étais plus à mon ancienne place, celle de celui qui sourit pour laisser passer l'orage. Je n'ai pas lancé la vidéo, je n'avais pas besoin de preuves devant eux. J'ai juste dit, je sais. Et pas depuis aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour t'humilier, Sophie. Je le dis parce que je ne veux plus faire semblant. L'atmosphère dans la pièce s'est figée, quelques personnes ont baissé la tête, d'autres ont cherché à partir. Sophie s'est levée, la voix tremblante, tu en fais trop. J'ai secoué la tête, non. Je fais juste ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'avais préparé sa valise, non pas comme une punition, mais comme une limite posée. Personne n'a été jeté dehors dans la nuit, j'ai simplement dit, nous devons arrêter. Maintenant. Les jours suivants, il n'y a pas eu de cris, pas de longues supplications. Sophie a déménagé. Nous avons communiqué par avocats interposés, de manière brève et civilisée. Laurent a disparu du tableau plus vite que je ne l'imaginais, plus d'appels, plus de « mentorat ». Sophie a commencé à comprendre que certaines relations n'existent que tant que tout est intact pour être brisé. Je n'ai plus cherché à savoir ce qu'elle faisait, j'ai commencé à m'intéresser à moi-même. J'ai réaménagé la maison, non pour l'effacer elle, mais pour revoir comment moi j'avais vécu.
Ces habitudes que je maintenais juste pour faire plaisir, ces soirs où je me taisais alors que j'aurais dû parler. J'ai appris à m'asseoir seul sans ressentir de vide. Un après-midi, assis sous le tilleul devant la maison, les feuilles jonchant la cour, j'ai réalisé que je n'étais plus tendu en entendant une voiture s'arrêter. Je n'avais plus à deviner quelle version de Sophie allait franchir la porte ce soir. La paix ne vient pas du fait de gagner, elle vient du fait de ne plus avoir à se diminuer pour retenir quelqu'un. Quelques mois plus tard, Sophie m'a envoyé un court email. Pas pour demander à revenir, pas pour se justifier. Juste des excuses, tardives mais sincères. J'ai lu, je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai écrit, brièvement, j'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin. Je suis en train de le faire aussi. Le pardon ne nécessite pas toujours une rencontre, tourner la page ne requiert pas toujours un dernier mot. Un soir, debout dans ma maison silencieuse, regardant la lumière jouer sur les murs, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti de la plénitude. Suffisamment pour savoir que se respecter n'est pas de l'égoïsme, pour comprendre que le silence n'est pas toujours de la noblesse, et pour avancer sans emporter de rancune. Certaines relations se terminent non pas par manque d'amour, mais parce que l'un des deux a oublié comment s'aimer soi-même. Et quand on se souvient de cela, partir est parfois l'acte le plus bienveillant que l'on puisse faire pour les deux.